assez notre reconnaissance. Voilà, c'était un mot de Michel Paulin. Bien, aujourd'hui nous sommes réunis pour écouter la conférence de notre ami Christian Marco, donc le projet Tony Garnier pour une école d'enseignement théorique et pratique des arts à Lyon. Alors je vais commencer par, avant de passer à la conférence, de vous présenter notre conférencier. Donc Christian Marco a fait ses études à l'unité pédagogique d'architecture de Lyon et il est architecte diplômé par le gouvernement depuis 1985. En 1989, il a un certificat d'études approfondies en architecture à l'école d'architecture de Lyon, toujours. En 91, il est diplômé d'études approfondies de philosophie à l'université Jean Moulin Lyon 3. En 92, diplômé universitaire de troisième cycle en urbanisme à l'université Lyon Lumière 2. Et en 2016, il s'est inscrit en doctorat Histoire de l'architecture à l'École nationale supérieure d'architecture de Lyon avec comme titre de thèse l'enseignement de l'architecture à Lyon. Il a exercé le métier d'architecte en exercice libéral de 1985 à 2018 sous le nom de l'atelier Marco, tout simplement. Il enseigne également depuis 1989. Il a commencé par de 89 à 99 à être enseignant vacataire à l'école d'architecture de Lyon, puis de 99 à 2005 maître assistant associé à plein temps, de 2005 à 2013 contractuel CDI à mi-temps et de 2014 à 2018 maître de conférence titulaire et toujours à l'école nationale supérieure d'architecture de Lyon. En plus de cela, tu fais de la recherche. De 2002 à 2014, tu es membre du LAF, Laboratoire d'analyse des formes de l'école d'architecture de Lyon, et de 2014 à 2018, membre du LAURE, LAURE, à Lyon, architecture, urbanisme, recherche, à l'ENSA de Lyon. Et tu fais également de la recherche sur plusieurs axes, le patrimoine architectural et urbain et ses transformations, l'œuvre de Tony Garnier, qui va être un des sujets de ce soir, et l'enseignement de l'architecture. Je n'ai rien oublié. Merci à toi. Et merci surtout à vous tous d'être présents ici. Merci aux archives municipales de Lyon de m'accueillir et à la Société académique d'architecture de Lyon de me faire confiance pour cette présentation et pour notre travail en commun dans les années qui viennent. Voilà. Alors, si vous le voulez bien, nous allons parler de l'école, du projet plus exactement, de Tony Garnier pour une école d'enseignement théorique et pratique des arts à Lyon. Projet en fait qui date de 1914, je reviendrai sur cette date un peu plus tard, et qui grosso modo en 1922 est à peu près abandonné, même s'il perdure encore sous d'autres formes, jusqu'à l'installation à l'école de tissage un peu plus tard, lorsqu'elle sera créée sur le cours Giraud, ancien cours des Chartreux. Voilà, ce travail était sans doute très novateur pour l'époque. Et je vais donc vous proposer un petit sommaire avec un liminaire très très simple. Les écoles d'architecture symbolisent en leur pierre une manière d'engager et d'enseigner l'architecture. J'espère que tout le monde m'entend bien. Je fais attention. Ça va, c'est bon, très bien. Donc je reprends mon petit liminaire après cette précaution. Les écoles d'architecture symbolisent en leur pierre une manière d'engager et d'enseigner l'architecture et le projet architectural au service de la société, de l'individu, de l'environnement ou du contexte par exemple. Cette discipline fondée sur les arts et les sciences est en recherche permanente à travers l'œuvre, qui est d'une certaine manière une mesure de l'infini. Ce n'est pas tenable d'un point de vue mathématique, mais on pourra s'en expliquer, si vous voulez, un petit peu après, pouvant harmoniser éventuellement les différentes interrogations posées à l'homme par le fait d'habiter un lieu et une époque. L'École des Beaux-Arts de Paris, les écoles de dessin, les beaux-arts de province avec leurs classes d'architecture, parfois les écoles d'ingénieurs aussi, les écoles régionales d'architecture, parfois aussi les écoles d'art décoratif ou les écoles d'art appliqué, les unités pédagogiques d'architecture ensuite, après 68, les écoles d'enseignement supérieur d'architecture depuis peu avec le fait que nos écoles ont été rattachées au système universitaire Limado, ont toutes été des édifices qui manifestent d'une certaine manière les interactions entre l'État, les collectivités, les régions ou communes, les concepteurs et enfin les usagers.
Donc elles sont manifestes d'une certaine pédagogie, d'une certaine relation de la société à son architecture et à l'enseignement de cette discipline. Dans l'ouvrage Architecture manifeste, les écoles d'architecture en France depuis 1950, Richard Klein, qui est un spécialiste des typologies, postule en préface que dans ces bâtiments de la seconde moitié du XXe siècle, où l'architecture s'enseigne et s'apprend, les enjeux multiples et complexes de la création architecturale se donnent à voir, à lire, à comprendre. Cet énoncé est également vrai pour les écoles des beaux-arts de Paris, qui était une leçon d'histoire de l'architecture. Unique en son genre, le projet d'école d'enseignement théorique et pratique des arts imaginé par Tony Garnier pour Lyon en 1914 instaure des rapports et interactions entre artistes et artisans, entre art et sciences, entre art et industrie, entre théorie et pratique. L'exposé tentera de montrer la richesse et la complexité de ce qu'il est possible d'entrevoir à travers les représentations d'un projet de carton dressé par un architecte réputé secret, voire très secret. Donc, le travail se fera en 3 parties. Très rapidement, un contexte lié à la naissance de ce projet d'école d'enseignement théorique et pratique des arts. La deuxième partie, donc, on reviendra très rapidement sur la fondation et la création de l'école régionale d'architecture, la formation de Garnier, le palais des arts et le contexte culturel de l'époque, ainsi que le contexte artistique et industriel. Ensuite, le développement proprement dit du sujet de 1914 à 1922, ça permettra de situer le projet, de le comparer à, disons, l'école des beaux-arts, qui a aussi formé Tony Garnier, d'imaginer et de comprendre son programme pédagogique, les fonctions, les formes et les constructions qui étaient engagées. À plusieurs reprises, nous ferons des comparaisons avec les projets d'école de la cité industrielle, parce que la cité industrielle est un peu un laboratoire d'échange entre la production de Garnier et puis ses réflexions. Et puis nous finirons, disons, la présentation par des considérations sur l'éclectisme et la modernité. Certains ouvrages mentionnant que Tony Garnier est peut-être finalement un des derniers éclectiques, et en même temps, on le considère comme un des premiers modernes dans les inventaires qui sont faits. C'est en tout cas un des plus jeunes éclectiques en termes de date de naissance par rapport à l'inventaire des actes. Et lorsqu'on se réfère à la modernité, il apparaît souvent comme un des premiers aussi, donc un des plus vieux de la modernité. Voilà, c'est cette interface, cette manière de tisser, de voir des complémentarités qui m'a beaucoup intéressé et que je vais essayer de partager avec vous ce soir. Et puis bon, ce projet sera abandonné. On retrouvera des choses un petit peu analogues en Europe, en particulier avec le Bauhaus. Voilà. Les archives municipales de Lyon ont des sources absolument extraordinaires qui m'ont été ouvertes à plusieurs reprises. Je remercie Tristan Vuillet, d'ailleurs je ne sais pas s'il est là, mais enfin bon, il est vraiment d'une aide très intéressante pour les chercheurs, hein, donc j'encourage tous les gens à le contacter, à le mettre, disons, dans le secret de vos travaux, parce qu'il est d'une grande aide. J'ai pu retrouver aux archives municipales de Lyon, au-delà des images déjà produites sur ce sujet, 35 planches hein, qui montrent le développement du projet jusqu'en 1922, avec pratiquement des plans d'exécution en fait, hein, qui auraient pu être livrés pour sa réalisation. Et puis, de fil en aiguille, et sans doute essentiellement pour des problèmes financiers, le projet n'aboutira pas. Voilà. Alors, l'enseignement de l'architecture à Lyon, on va faire très court pour le 19e siècle. Hein. Il commence officiellement en 1804 et va venir jusqu'en 1906, au début du siècle suivant. Napoléon crée les écoles spéciales de dessin qui deviendront les écoles nationales des beaux-arts en 1904, hein, par un décret impérial. Et donc, l'école spéciale de dessin de Lyon est créée à ce moment-là, avec bien entendu l'influence très forte des considérations politiques, économiques et sociales de la ville. Lyon était déjà d'une certaine manière une ville industrielle, et on envisage ces écoles, si vous voulez, pour apprendre à dessiner aux jeunes, de manière à ce qu'ils participent à la fabrique, tant sur la partie technique, en peut-être créant des machines pour aider la fabrique, la grande fabrique qui est à la Croix-Rousse, soit aussi sur des aspects esthétiques, en développant effectivement des dessins qui feront les styles des grandes tenues hein, qui seront vendues à travers le monde par la grande fabrique lyonnaise. Donc elle est consacrée effectivement dans l'esprit de Napoléon à ses promoteurs locaux, à l'industrie de la soierie renaissante. En 1807, Joseph Jean-Pascal Gay est nommé professeur d'architecture par Napoléon. On avait jusque-là une classe d'architecture. Hein. Probablement est-elle née en 1880 à Lyon, ou 1890. On n'a pas de source très précise. C'est un dénommé Achard, dont je n'ai pas le prénom, qui l'a piloté. Mais officiellement, disons que la classe est vraiment créée en 1807.
et c'est Jean-Pascal Gay, dont vous voyez le portrait extrêmement plaisant, qui va gérer effectivement ce développement-là. Alors c'est quelqu'un de très intéressant parce qu'il est à la fois ingénieur, employé aux fortifications du siège de Lyon, et architecte de la ville de Lyon. Il a presque une double formation, si je puis dire, avant l'heure. Il est directeur de l'École des Beaux-Arts de Lyon et il fut membre fondateur de la Société académique d'architecture de Lyon en 1830 et du cercle littéraire devenu la Société d'histoire de Lyon, recréée en 1807. Bon, vous voyez beaucoup de fonctions, une très belle bibliothèque. Philippe Duffieux, qui par ailleurs est mon directeur d'études dans le cadre de ma recherche de thèse et que je remercie pour ce travail qu'il fait à mes côtés, a constitué une bibliothèque très intéressante qui a été transférée au musée Saint-Pierre. Il en a fait l'inventaire. Les principaux professeurs, après Jean-Pascal Gay, sont Edmond Cochet, qui était Grand Prix de Rome, puis Antoine-Marie Chenavard, qui est très connu, sur lequel d'ailleurs Philippe Duffieux a fait une biographie récemment, une biographie très intéressante. En 1861-1890, ce sera Antonin Louvier, qui sera le professeur de Tony Garnier. Je m'attarde un petit peu plus pour lui. Sur lui, il est considéré comme un architecte de l'éclectisme, et effectivement d'un éclectisme versant néo-renaissance, si vous voulez, ce qui est une façon d'aborder l'éclectisme. En 1816, l'école des Beaux-Arts de Lyon est officiellement réformée, et donc en 1880, je le disais tout à l'heure, on enseigne aussi à Lyon les 3 arts simultanés, comme à Paris. Donc Lyon suit quand même beaucoup ce qui se passe à Paris en termes d'enseignement à cette période-là. L'enseignement de l'architecture à Lyon au début du XXe siècle. Donc en 1903, sont créées l'État a un projet de création d'écoles régionales d'architecture sur l'ensemble du territoire. C'est un projet qui, dans l'esprit des politiques, remonte à 1901, mais qui officiellement sera promulgué en 1903. Il entérine en fait des situations locales, parce que de partout, dans les grandes villes de province, vous avez beaucoup de jeunes qui veulent apprendre l'architecture et donc qui se rapprochent d'écoles qui souvent n'ont pas tous les moyens pour enseigner correctement les choses. Donc l'État a une idée de décentralisation finalement au sujet de cette question de l'enseignement de l'architecture. Et donc ces écoles, néanmoins, resteront des succursales de l'École nationale supérieure des beaux-arts. On y enseigne les mêmes choses, on y a les mêmes règles, une classe préparatoire, une seconde classe, une première classe, et on soutient les prix ou les grands prix de Rome à Paris, en fait, en emmenant son travail devant les jurys nationaux, auxquels participent quelques enseignants locaux, généralement 1 ou 2. Et donc ces écoles régionales sont créées entre l'État et les collectivités locales. La ville elle-même investit 2/3 du budget de fonctionnement, l'État 1/3. Donc, si vous voulez, dans ce rapport-là, effectivement, il y a un lien extrêmement fort entre le pouvoir local, si je puis dire, et le pouvoir national. En 1906, donc, l'école de Lyon est créée, un peu plus tardivement que d'autres. Elle était pourtant pressentie pour être une des premières à voir le jour, mais on discute beaucoup à Lyon, justement, sur le pouvoir, la nomination des enseignants, la facture à régler, etc. Et donc, tout ça entretient un débat assez long entre la ville et le ministère. Et donc, Lyon ne sera créée qu'en 1906 avec Rennes, un peu après Rouen, qui est la première créée en France, Lille et Marseille, qui seront créées en 1904. Elle prépare donc les élèves de l'ENSBA et elle s'y applique avec une grande réussite, puisque l'école de Lyon sera l'école qui aura le plus de grands prix de Rome en son sein. Je vais dresser une liste, on doit frôler une vingtaine de grands prix ou d'accessites, disons, au Grand Prix de Rome. C'est assez remarquable. Et même plusieurs écoles ont fait mention de ce fait. Disons, Lyon était à cette époque, au XIXe siècle et au cours de la première moitié du XXe siècle, une école qui a produit, disons, des jeunes très talentueux. C'est Sicard qui devient directeur de cette école, le secrétaire est Nolot, le bibliothécaire Mirabel, etc. Donc c'est Eugène Huguet, qui est déjà professeur à l'école d'architecture des Beaux-Arts, qui va enseigner le cours de théorie. C'est, si vous voulez, une tradition, le cours de théorie va toujours à l'un des enseignants les plus remarqués, les plus investis. Et donc c'est Huguet qui récupère ce cours. Il y a toute une série d'enseignants qui seront nommés, 12 au total. Je ne vais pas rentrer dans le détail, parce qu'on n'y arrivera pas. S'il y a des questions, on pourra éventuellement en parler. Et puis, donc, Tony Garnier, lui, est nommé prof de construction, en réalité. Il est de retour de son voyage
en Italie en 1904 et il revient à Lyon. On lui propose déjà quelques petits travaux et quelques expériences. Et donc, dès la création de l'école régionale d'architecture, il est nommé prof de construction. Eugène Huguet créera le premier atelier de l'école. Il sera patron de cet atelier jusqu'à sa mort en 1914. Et puis, à partir de là, c'est effectivement Tony Garnier qui reprendra l'atelier pour faire de cet atelier un des 2 ateliers modernes de France, avec celui de Perret à Paris. En réalité, l'atelier fonctionnera un peu plus tardivement que cette reprise de 1914, puisque l'école subit la période de la guerre, quoi, et en fait, elle fermera en 1917 et l'atelier réouvrira vraiment en 1919. Voilà, Tony Garnier, bon, je pense que vous le connaissez à peu près tous. Je vais très rapidement rappeler qu'il est fils de dessinateur en fabrique, qu'il est né en 1869 et qu'il décédera à la Bédoule en 1948. À Lyon, il a suivi les cours à la Martinière, qui était une école technique très réputée pour préparer à l'entrée à l'école des Beaux-Arts. C'est une école technique, donc il y a sans doute un versant très rationnel de l'enseignement de la Martinière qui a aidé en mathématiques, en physique, les jeunes à accéder à l'école des Beaux-Arts. Ensuite, donc à l'école des Beaux-Arts, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est l'élève d'Antonin Louvier, sur lequel on reviendra un peu plus tard. Et puis ensuite, il sera à Paris de 1890 à 1899. Il est l'élève de Paul Blondel et de Louis-Henri Georges Cellier de Gisors. Il obtient, après 6 tentatives malheureuses, le premier Grand Prix de Rome en 1899 avec un hôtel pour le siège central d'une banque d'État. Donc, ce prix va lui permettre d'aller en Italie et de travailler sur son projet d'une cité industrielle qui sera, largement décrié par les membres des jurys qui lui demanderont de faire un envoi plus officiel. Elle fera le relevé de Tusculum, une ville antique, pour satisfaire la demande. Mais ceci ne l'empêche pas de penser au-delà, de l'observation de l'histoire, que chaque période doit s'interroger sur son avenir. Et donc, il continuera ce projet qui, pour lui, symbolise les questions que doivent se poser les jeunes architectes de sa génération. Lors de l'arrivée d'Édouard Herriot à la mairie de Lyon en 1905, les grands travaux lui sont confiés, notamment dans l'Est lyonnais, théâtre de la principale extension urbaine de Lyon à cette époque. Donc, nommé professeur de construction, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on repère sa nomination aux archives municipales par une lettre de sa nomination qui est accompagnée du programme de l'École nationale spéciale des beaux-arts et en particulier du cours de théorie et d'architecture de Julien Guadet. J'en ai donc déduit que Tony Garnier avait amené à Lyon le cours de Guadet, s'il n'était pas déjà dans dans la bibliothèque de l'école, mais je ne l'ai pas encore vérifié. Voilà. Donc ce sera à voir. En tout cas, le livre de théorie de Guadet marque beaucoup les jeunes comme Garnier qui sont formés à cette époque-là aux Beaux-Arts. Donc c'est en 1914 qu'il reprend l'atelier et donc c'est cette même année qu'il fixe un projet ambitieux d'école d'enseignement théorique et pratique des arts. Alors, je reviendrai sur ce choix de date de 14 un peu plus tard. Il faut savoir qu'en 14, le Palais des Arts accueille l'école des Beaux-Arts de Lyon. Il est situé, donc, cette école est située, comme vous le voyez peut-être, j'ai tourné les images, non, je n'ai pas tourné les images. Voilà, Garnier, dans une très belle image d'ailleurs, un portrait officiel qui m'a été transmis par Nadine Alitime-Dubois, que je remercie. Une très belle photo de Garnier qui est peu diffusée. Peut-être qu'elle appartient au musée urbain, je ne sais pas. En 1914, donc, le Palais des Arts accueille l'école des Beaux-Arts. Au 2e étage, sur la place des Terreaux, vous avez ici le plan avec la classe d'architecture qui est repérée. Peut-être difficile de lire à cette échelle-là, mais elle est bien présente dans le plan. Et puis vous avez ces jeunes qui travaillent dans des conditions un petit peu difficiles, soumis au chaud, au froid, au bruit, etc. Le bâtiment pose beaucoup de problèmes. En tout cas, c'est un bâtiment qui constitue au cœur de la ville un véritable foyer intellectuel. Il y a beaucoup de sociétés savantes et les académies sont présentes, enfin pour certaines, l'Académie des sciences, l'Académie de droit et l'Académie des lettres sont présentes dans ces lieux. Elles se suivent à quelques années près avant de rejoindre l'université qui sera créée très tardivement à Lyon en 1896. Voilà, donc on avait une situation qui aurait pu rapprocher, si je puis dire, différentes logiques d'enseignement, différentes préoccupations à travers ce Palais des Arts. En réalité, chacun se disputera la place qui est très réduite, chacun se disputera le pouvoir, si je puis dire, sur le lieu. Et ces rapports, disons, qui auraient pu être d'une complémentarité extraordinaire, n'auront pas lieu. En 1914, la surface de l'école est d'environ 1000 m², le nombre d'élèves de 105 pour l'école des Beaux-Arts, dont 38 élèves architectes, sur un ratio de 10 m² par élève. C'est à peu près ce que l'on connaît aujourd'hui encore. Voilà, on me fait signe
on me confirme la chose à l'instant. En 1914, Lyon est dans une dynamique absolument extraordinaire. Bon, il y a eu de très grandes familles qui ont créé, si je puis dire, à Lyon des industries qui ont entraîné Lyon vers un avenir assez remarquable sur le plan économique et donc sur des questionnements très forts sur le confort des êtres, la manière d'habiter, des questions sociales sont nées autour de cette plateforme lyonnaise. En 1914, l'exposition internationale est située à Lyon et effectivement Lyon vise à se placer dans le sillage de toutes ces expositions internationales qui ont beaucoup de valeur pour les échanges, que ce soit en pédagogie au sein des écoles comme au sein de l'université, qui ont beaucoup de valeur au niveau des échanges entre industriels, qui vont faire circuler les connaissances d'une manière forte. Donc dans le sillage d'une trentaine de manifestations, Lyon s'installe avec l'idée d'un événement qui n'aurait jamais eu lieu en France. Alors là, je réfère à Patrimoine Lyon.org, qui a fait un très bon dossier sur la question. Et l'exposition sera une exposition internationale urbaine dans laquelle Lyon, effectivement, revendique un très fort passé urbanistique et qui est manifeste à travers les grands travaux qu'a engagé Édouard Herriot avec les dessins de Garnier. Garnier sera d'ailleurs l'auteur de l'affiche que vous situez en haut. L'exposition, je ne sais pas si... Je ne vais pas tourner la page, hein, voilà. Excusez-moi, cette affiche est l'œuvre de Garnier en 1913. Elle est signée de lui. Elle fonde l'identité visuelle de l'exposition internationale urbaine. On y voit les abattoirs avec la grande halle. Et puis donc une façon de représenter Lyon très différente de ce qu'on avait l'habitude de voir jusque-là. Vous avez au-dessous une autre affiche qui, elle, montre l'exposition internationale de Lyon à travers l'embrassade entre Rhône et Saône, qui, de toute façon, ont toujours entretenu un berceau d'amour autour de notre ville. Donc en 1914, le projet est publié le projet né en 1914, il est publié dans les grands travaux de la ville de Lyon en 1920. Les images que l'on connaît, les premières images que l'on connaît du projet datent de 1917. Mais déjà dans une version très affirmée, très finie. Hein. Donc on imagine sans difficulté qu'il y ait pu avoir avant d'autres travaux dont malheureusement aujourd'hui personne encore, à ma connaissance, n'a retrouvé trace. Mais il n'est pas insensé de penser qu'en 1914, tout le projet a été dessiné, puisque dans un dossier d'une séance du conseil municipal du 23/01/1923, il est fait allusion totalement à ce projet, à son coût, à ses valeurs. Et puis donc, comme cette commission a lieu après-guerre, puisque le projet malheureusement est arrêté par la guerre, il est fait acte des montants inflationniste de l'après-guerre, 3,5 fois. Et donc, on s'interroge sur la possibilité de construire cet édifice. Je reviens juste sur cette petite diapo, hein, vous le situez tous. Donc, vous avez ici toute une suite de projets. Donc, les abattoirs de la Mouche, les hôpitaux de Grange-Blanche, la cité des États-Unis, le projet de la Bourse du Travail, l'école d'enseignement théorique et pratique des arts, et puis le monument aux morts de 1918 à la Croix-Rousse. Voilà, donc nous parlerons effectivement de ce petit secteur-là. Donc les sources explorées, en 1917, les premières présentations du projet connues à travers les publications de la cité industrielle, les grands travaux de Lyon. 1818, en février, lors d'une séance du conseil d'administration de l'école des beaux-arts, dont il est président de droit en tant que maire, Édouard Herriot revient sur la nécessité de réorganiser l'enseignement de l'école et de l'installer dans des locaux mieux aménagés et plus spacieux. Une commission de reconstruction de l'école des beaux-arts et de l'école régionale d'architecture est créée à cet effet. En octobre de la même année, les notes rédigées par l'architecte et destinées à la commission expliquent le projet pédagogique qui structure le développement de son travail. Il semble que l'architecte, avec le soutien du maire, se soit beaucoup impliqué dans l'élaboration de ce programme, à la fois pédagogique, fonctionnel, et qui traduit une pensée de l'architecture et de son enseignement, révélant la complexité des rapports et des liens entre héritage et création. Alors, en 1919, la commission se préoccupe de l'évolution du dossier et Garnier présente l'avancement du dossier devant le conseil d'administration de l'école. Divers courriers en 19 et 22 mentionnent que le projet est toujours suivi, mais qui peut-être s'endort un peu. En 22, M. le maire, dans son rapport, soumet à son conseil municipal le projet dressé par Tony Garnier en vue de la construction de cette école. Et en séance de 1923, du 23/01, on reparle à nouveau de ce projet. Alors,
Je vous lis un tout petit extrait de cette délibération. Monsieur le maire Édouard Herriot donc, rappelle et soumet à son conseil le projet de Garnier pour une école d'enseignement théorique et pratique des arts. Le détail estimatif de la dépense est évalué à la somme de 7 749, etc., à 1000, se décomposant en 19 lots, dont 6 lots relatifs aux grosses œuvres. En séance du 29/01/23, monsieur le maire propose à son conseil donc, d'accepter ce projet. Le rapporteur de la commission, M. Leroudier, précise que le projet de cette école théorique et pratique des arts est destiné à remplacer l'actuelle école des beaux-arts. Il précise également que ces plans datent de quelques années déjà, puisqu'ils ont été conçus avant la guerre et adoptés par le conseil d'administration de l'école des beaux-arts, donc un peu plus tardivement, comme on vient de le voir. Le devis, qui s'élevait en 14 à environ 3 millions, a subi une majoration considérable du fait de la hausse des matières premières et de la main-d'œuvre. On estime que la période de la guerre a entraîné une inflation de 3,5, enfin 3 à 4, suivant les sources, ce qui rend le prix estimé après-guerre cohérent par rapport à l'estimatif d'avant-guerre. Voilà. Alors, ce projet, il est simultanément pensé avec le projet de l'école de tissage et de broderie, qui se développe parallèlement, complètement parallèlement, et qui, lui aussi, sera observé par ce conseil municipal, dans lequel il sera dit d'ailleurs qu'il serait intéressant de séparer les deux projets. Pour des raisons d'économie, et ce qui fait que finalement on n'aura qu'un des deux projets, et ce sera l'école de tissage qui sera réalisée et qui hébergera peu de temps après avoir été faite l'école des beaux-arts, puisqu'elle manque de place et que l'école de tissage n'a pas beaucoup de jeunes à enseigner compte tenu de la crise de la soirée. Voilà, donc j'avais sorti cette page un peu par anticipation. Donc on va peut-être maintenant voir plus concrètement où se situe cette école. Sur le cours des Chartreux, vous ai-je dit, donc il y a eu un jardin qui a été créé sur le cours. Ce jardin doit son nom à la première congrégation religieuse des Chartreux qui s'était installée en 1584 sur les pentes de la Croix-Rousse. En 1848, la ville a pour projet de faire construire un pont suspendu. Vous en avez quelques images, mais c'est un projet très très connu. Un pont suspendu entre les deux rives de la Saône, c'est-à-dire entre Croix-Rousse et Fourvière. Bon. On se rendra très vite compte que ce projet est trop coûteux. Et là, on décidera de ne faire un cours que sur la colline de la Croix-Rousse, le cours des Chartreux, dont vous avez ici une représentation à travers une photo de 1860 de Joguet Gabriel, Fond Sylvestre, qui montre donc comment comment Garnier imaginait installer son projet d'ensemble contre la colline, avec la colline, si je puis dire, avec la topographie du lieu. Donc vous avez, pardon, attendez, je ne me trompe pas de bouton, voilà. Non, il faut que je revienne un petit peu. Voilà. Vous avez ici l'école théorique et pratique des arts, du moins son projet, tel qu'il a dû être dessiné dès 1914. Et là, je suis désolé, je ne veux pas me tordre trop, mais vous avez l'école de tissage et de broderie qui est à côté. Donc c'est un projet d'ensemble qui est imaginé sur tout le flanc de la colline. On voit très bien comment ces formes pourraient se glisser dans la colline. On voit très bien le séparatif ici avec la montée qui existerait entre les deux écoles et les connexions possibles de ces deux écoles sur la montée. On a Saint-Bruno ici qui est un repère puisqu'on le retrouve là. Et donc effectivement, ces lignes sont pratiquement dessinées dans la topographie. Voilà. Donc Garnier installera ce projet d'ensemble sur ce site. Vous voyez, d'une manière assez extraordinaire, le site et l'école contribueront finalement à la construction du paysage urbain. Alors Garnier n'est pas insensible, bien entendu, à ce site. Il est né à Lyon, à la Croix-Rousse, il est fils de tisseur, il dessine agréablement, et donc il trouve ce site sans doute avec les circonstances du moment, c'est-à-dire que c'est le site qui l'attire. Il dira, sur un terrain très en pente du coteau de la Croix-Rousse, cet établissement aura, par rapport à Lyon, une situation analogue à celle de la Villa Médicis à Rome. Il est destiné non pas à former seulement des peintres, des sculpteurs et des architectes, mais surtout des ouvriers d'art. Donc ça, c'est extrait de la table des planches des grands travaux de la ville de Lyon, et ça montre l'ambition de Garnier à fédérer, si vous voulez, différents regards, différents acteurs autour de la construction à travers la formation dans cette école. Alors là, vous avez une très belle gouache de la vue qu'aurait l'école, si je puis dire, sur le site, et le jardin des Chartreux est pratiquement une des cours de récréation de l'école. Voilà. Nous arrivons donc à ce projet d'ensemble qui donc est esquissé en 14, et donc cette idée de rendre complémentaire
différents regards sur l'architecture, est sans doute assez propre, ou en tout cas propre à certaines villes, et c'est sans doute propre à Lyon. C'est une approche un petit peu lyonnaise de l'enseignement des arts et de l'architecture qui vise les complémentarités plutôt que les oppositions, en s'inscrivant dans le respect d'une histoire et la recherche d'une modernité. C'est quelque chose qu'on entend encore dire aujourd'hui, quelque chose qui sans doute était déjà très présent à l'époque. L'architecte se lancera dans l'étude du projet avant le début de la guerre, je l'ai dit tout à l'heure. Les archives municipales disposent d'un ensemble de 35 planches, dont 28 n'ont pas encore été publiées. Ce sont des planches qui permettent de montrer jusqu'où le projet est allé. On ne mesure pas aujourd'hui, mais beaucoup de projets du 19e et du début du 20e ont eu X versions. Les architectes, des fois, faisaient 7-8 versions d'un même projet sans même avoir la certitude de voir ce projet aboutir. Et quand on voit sur ce cas, mais comme d'autres cas de Tony Garnier ou de ses confrères, c'est assez incroyable d'imaginer le travail produit pour tenter d'amener quelque chose, une école en l'occurrence, dans le débat de la ville. Alors vous avez vu, c'est un bâtiment, là vous ne voyez que la partie école, si je puis dire, de l'ensemble. C'est un bâtiment qui interroge beaucoup, comme je le disais tout à l'heure. Si un bâtiment rend compte de la philosophie, de la pensée d'une école, on peut peut-être se permettre un petit peu de regarder celle-ci sous différents angles. Alors peut-être la première chose qui surprend quand on regarde ce dessin de la façade principale, qui est peut-être pas très lisible, si il est très lisible, ça va, il est moins lisible sur mes tirages. Donc c'est en fait les deux colonnes, c'est l'Antiquité qui nous accueille. L'Antiquité très ancienne avec effectivement une des colonnes de la salle hypostyle du temple de Karnak, 1200 avant Jésus-Christ. J'ai tenté à peu près de la mettre à l'échelle, à côté de l'école, et vous voyez qu'elle est pratiquement à l'échelle 1. Il en va de même pour le temple, la demeure des Vierges, le temple, l'acropole, le Parthénon. Avec ce temple dorique périphérique octostyle, on a également cet angle qui nous accueille à l'entrée d'école. Donc ça, c'est un aspect très marquant qui inscrit Garnier dans effectivement un respect de l'histoire, une acceptation de l'histoire. Là aussi, pour le temple, on est à l'échelle 1. Voilà, donc il y a une leçon d'histoire qui est proposée là-dessus. Alors cette leçon d'histoire, Garnier la représente aussi dans sa cité industrielle. Vous avez ici une image à la fois de la cour vitrée du Palais des Études à droite, à l'École des Beaux-Arts de Paris, et puis une vue de l'École d'enseignement professionnel artistique, sur laquelle on reviendra tout à l'heure, qui est le projet d'un espèce de campus sur la cité industrielle avec une école professionnelle et puis une école d'enseignement supérieur. Et vous voyez à l'intérieur de la salle de travail des collections, on retrouve... Ah, je n'ai pas changé l'image, excusez-moi. Merci. Vous suivez, c'est parfait. Donc effectivement, vous voyez, on a ce parallèle assez incroyable de voir la mise en scène dans l'école professionnelle artistique de l'élément, du fragment du Parthénon, et puis donc ces modèles qui vont servir à la formation des étudiants. En ce qui concerne l'école des Beaux-Arts de Paris, où Garnier a eu des rapports extraordinaires avec ses enseignants, il faut dire que Jean Gurleff a beaucoup écrit sur cette question. Il est historien d'art et d'architecture. Il enseigne à l'École nationale supérieure d'architecture de Saint-Étienne. Et il considère qu'à cette école, Duban a tenté, si vous voulez, de faire une innovation typologique dans la première moitié du XIXe siècle en inscrivant et en réfléchissant à la construction d'un bâtiment dont la finalité était d'être un lieu pédagogique dédié à l'enseignement des arts, notamment de l'architecture. Voilà. Donc, si vous voulez, cette idée qu'un bâtiment d'architecture destiné à l'enseignement sacralise un petit peu l'histoire même de l'architecture et son avenir est inscrit dès l'origine de l'enseignement d'architecture dans les murs même des édifices. Alors, je vais faire très vite. Vous le voyez pour l'école des Beaux-Arts de Paris. On a effectivement les anciens bâtiments hérités de l'histoire sur lesquels Duban va ramener des fragments d'histoire avec en particulier le frontispice d'Annay qu'il va placer devant la petite église d'origine. Voilà, donc ces choses sont marquantes. Il y a le Noir qui tente de faire un musée des différentes représentations des modèles qui est hébergé à l'École nationale supérieure des Beaux-Arts. Voilà, donc cette relation à l'histoire est très ancrée, y compris chez Garnier. Alors pour vous donner une vision de l'ampleur du projet, à la même échelle, vous avez à gauche l'École des Beaux-Arts et à droite l'école d'enseignement imaginée par Garnier.
Donc on est sur des parcelles d'un côté, à Paris, 21 000 m², à Lyon, 18 000 m². Surface des bâtiments, vers 1914, 22 000 m² pour Paris et 15 000 pour Lyon. Nombre d'élèves, vers 1914, 600 pour l'école des beaux-arts. Et il en est imaginé à peu près autant pour l'école d'enseignement théorique et pratique des arts, qui serait effectivement, j'ai un détail, si vous voulez, qui serait distribué à travers un nombre d'élèves pour les architectes, pour les peintres, pour les sculpteurs, pour les artisans en bijoux, enfin tout ce que vous voudrez. Le détail est formalisé, mais on est quand même sur une structure d'enseignement qui reste assez proche quand même de ce qu'on connaît, à savoir l'idée d'une classe préparatoire et puis de 2 classes ensuite, avec une structure qui rejoint des cours d'enseignement théorique et des ateliers plus pratiques. Voilà. Le programme donc, et le sens de cette école, je viens de l'esquisser un petit peu sans avoir tourné la diapo. C'est à la fois les leçons de l'histoire et la réflexion sur les besoins nouveaux, sur l'hygiénisme, de l'urbanisme, du rationalisme, du fonctionnalisme, on pourrait dire du logement à un moment donné, et la question du béton, du matériau. Voilà. Art dérive du latin ars, artis, qui signifie habileté. L'art s'adresse au sens, aux émotions, à l'intellect. On pourrait d'ailleurs se demander si la théorie n'est pas une forme d'agilité de l'esprit, comme l'art, celle de la main. Voilà. C'est une petite remarque personnelle. Donc sur le frontispice, après avoir passé, disons, la vue sur ces 2 belles colonnes, sur cette colonne et sur ce fragment de temple, on voit marqué au centre école d'enseignement théorique. Alors je ne sais pas si c'est lisible, je l'ai repris, école d'enseignement théorique et pratique des arts, vraiment sur l'axe de l'escalier principal, qui est vraiment en face du jardin des Chartreux. Ensuite, on lit tout de suite à côté architecture, peinture, sculpture, ameublement, tapisserie, poterie, céramique, verrerie, vitraux, imprimerie, livres. Sur le petit retour, gravure, lithographie, publicité, vannerie. Et enfin, sur le côté du bâtiment, bois, eau forte, art du métal, du bois, tissage, broderie, orfèvrerie. Donc effectivement, c'est un programme très très ambitieux et très complet. Et cette inscription nous permet d'en mesurer la teneur. Alors, comme je vous le disais, il a travaillé dans le détail sur l'organisation de tous ces éléments-là, mais je voulais plus vous parler du bâtiment proprement dit. Donc, le programme fonctionnel, il est distribué sur 3 niveaux. Ces 3 niveaux correspondent donc au cours du Chartreux, un élément intermédiaire qui permettra à travers 2 cours, une galerie et des allées qui les prolongent, de relier en X les 3 niveaux de l'établissement. On sait que Garnier est un personnage extrêmement pointu sur la question des relations. Et donc là, il a travaillé un édifice d'une manière assez complète. Le programme est très complexe. Il comprend à peu près plus de 20 entités majeures. C'est absolument énorme pour l'époque. Les extérieurs représentent 7500 m², comprennent un escalier monumental, une galerie couverte, un préau, des grandes circulations, des terrasses accessibles, des patios, des chinements, des cours de collection d'art oriental et d'art du Moyen-Âge, l'allée des ateliers, les jardins d'études en plein air. Les bâtiments hébergent en intérieur 15 000 m². Au niveau 1, salle de conférence de 650 places. Vous voyez, pour l'époque, c'est énorme, directement lié au cours des Chartreux, donc on peut la faire fonctionner indépendamment du reste. Les logements du gardien, la salle de conseil, les bureaux administratifs, les remises à bicyclette, l'atelier dépôt de matériel, l'atelier de moulage. Au niveau 2, 2 amphithéâtres de 150 places, 2 salles de 40 places, salle des professeurs, bibliothèque de 200 places avec dépôt, atelier d'art appliqué. Alors là, on était au niveau bas, j'aurais pu faire circuler l'image. On voit ici les 650 places, je les ai comptées, de l'amphithéâtre, ouvert sur le cours des Chartreux, auquel on accède de manière indépendante ou auquel l'école peut accéder, l'escalier monumental, tous les services un petit peu administratifs qui sont là, les locaux à bicyclette, des usages avec un atelier de moulage pour des stockages, des usages techniques un petit peu là-dedans, et des circulations possibles, un petit peu partout pour desservir et bien faire fonctionner l'édifice. Au niveau supérieur, donc j'en étais là, on est arrivé donc à cette grande circulation en haut de l'escalier, les cours donc d'art oriental et d'art médiéval qui vont articuler d'un côté, on pourrait dire une aile, mais ce n'est pas vraiment une aile, puisque Garnier ne travaille pas de cette manière-là, il travaille en pavillon, donc des pavillons qui correspondent à l'allée des ateliers, 6 ateliers qui les bordent, qui peuvent rejoindre le jardin d'études, et puis d'autre côté, les ateliers d'art appliqué sur lesquels sont installées toute la question des loges. L'enseignement est un enseignement qui vise l'émulation, et le concours est le lieu du débat, le lieu de l'émulation. Donc on trouve ici toute une série de loges. On trouve également la salle des moulages et puis la salle d'exposition.
avec des annexes. J'ai peut-être oublié de dire qu'il y avait la bibliothèque au-dessous tout à l'heure qui contient 200 places. Les amphithéâtres latéraux ont 150 places. Donc c'est très difficile à situer parce que je ne sais pas tout à fait ce qu'il avait en tête, mais quand on compare son programme pédagogique, les nombres de personnes qu'il positionne dans les lieux, il semblerait que l'école puisse tourner avec les lieux proposés et que je viens de vous faire visiter rapidement. Si on analyse cette question un petit peu différemment, à travers les relations, les associations et les divisions formelles, là voilà, pardon. Je réfère à un de mes maîtres, qui était Michel Paulin, qui nous a fait le cours de construction, donc un descendant de Garnier, d'une certaine manière, à l'école, puisqu'il a repris ce cours après qu'il ait été dans les mains de François-Régis Cotin, qui était un de ses maîtres également. Donc Paulin a beaucoup théorisé sur cette question de la forme. Il était à un moment donné très impliqué dans le laboratoire d'analyse des formes dont tu as parlé tout à l'heure. Et donc il a fait des petits schémas qui reprennent un petit peu les vocabulaires possibles que peuvent entretenir les formes architecturales de manière indépendante. Donc il y a toute une dénomination précise. Donc, je m'étais exercé à voir ce que Garnier utilisait comme registre dans son travail. Et donc effectivement, on peut considérer qu'il s'agit plus si on regarde les types de volumes, plus d'un ensemble composé de plusieurs bâtiments que d'un édifice. L'effet évoque paradoxalement l'idée d'un édifice avec un corps central et des ailes qui pourtant n'en sont pas. On a une dissymétrie et on a des fonctions et des formes totalement différentes. Garnier conçoit une grande partie de son œuvre à partir d'éléments pavillonnaires, comme je l'ai dit tout à l'heure, eux-mêmes regroupés de manière fragmentaire pour contribuer à l'ensemble. Et tout ça est organisé par des liens extrêmement réfléchis qui font que, de manière générale, son œuvre fonctionne très bien. Donc sur ce plan-là, il n'utilise pas la totalité du corpus académique des types de volumes, mais quand même environ 80%, ce qui est assez rare pour une œuvre architecturale. Sur les rapports, donc les relations entre les volumes, là il y a des choses assez subtiles qui sont mises en jeu, bien que tout soit fragmenté et pavillonnaire. Il établit des lignes au niveau de la façade qui vont permettre de trouver un équilibre harmonieux et créer une unité. C'est assez remarquable, c'est-à-dire que c'est une école, il y a un ensemble école, même si elle est éclatée entre différents pavillons et différents fragments. Donc toutes les fonctions pratiquement de relation sont, par rapport aux typologies que Paulin énonce, qui se veulent un petit peu exhaustives, sont recouvertes par le projet. Ensuite, il insère aussi beaucoup de volumes dans l'œuvre, en particulier au niveau des couronnements, permettant donc entre autres de rencontrer la lumière de manière adéquate. On sait qu'il a eu des relations avec Augustin Rey, un architecte qui, au début du siècle, avait aussi postulé au concours de la Fondation Rothschild et qui s'intéressait de manière presque scientifique à l'entrée de la lumière. Je pense que Tony Garnier avait un œil très précis sur cette manière de gérer ses projets et donc d'offrir des locaux qui soient confortables. Donc le travail sur les relations fonctionnelles entre les bâtiments est remarquable et prend la mesure du lieu et du site. Les formes illustrent au début du XXe siècle 2 siècles de recherche et de rationalité en architecture et relèvent d'une modernité certaine. Hygiénisme, sobriété, plusieurs relevés des délibérations municipales mentionnent les qualités artistiques et scientifiques de Garnier. Alors, ce sont des travaux que l'on avait faits quand on était un petit peu plus jeune, en 91, et Annette Metzen avait essayé de voir dans l'œuvre de Garnier l'identification des volumes et la manière dont elles s'articulaient. Donc on a des planches typologiques, un petit peu à l'école, je les montre en souvenir. On avait aussi regardé des tracés régulateurs. Et c'est vrai que, je ne me rappelle plus de son nom, une personne avait analysé les maisons de la cité industrielle avec des tracés régulateurs. Effectivement, ces tracés fonctionnent aussi sur les grands monuments et grands édifices de l'œuvre de Garnier. Il s'agit bêtement d'un carré divisé en 3, qui forme 9 petits carrés, et sur lesquels il tire les diagonales d'ensemble. Et avec ces diagonales, on arrive à peu près à trouver les extrémités, peut-être pas d'une manière extrêmement rigoureuse, mais presque les extrémités des compositions de Garnier. Donc il y a une régulation en fait de son travail. Alors, comme on le disait, si une école doit résumer, disons un petit peu, les ambitions d'un projet, cette école-là aurait résumé l'histoire du béton, ou du moins l'histoire naissante du béton, puisque Garnier va faire effectivement dans cette école à la fois usage de formes de pisé de mâche-fer, avec effectivement de gros graviers mélangés à des bétons et à des scories de houille issues de l'industrie pour faire des murs épais. Il va également utiliser des techniques beaucoup plus contemporaines avec des pilotis, comme on le voit sur la grande galerie, en béton armé et des poutres en béton armé. Donc Garnier est à la fois héritier de traditions locales
et en même temps ouvert aux nouvelles technologies du béton. On sait qu'il emploiera les systèmes NBIC fréquemment dans ses réalisations. Voilà, donc il y a un mélange là aussi de l'histoire de matériaux qui remonte à Cointreau, à travers le Pisé, etc. Et donc la modernité de ce matériau est ouverte. On l'a vu pour l'École des Beaux-Arts de Paris, le matériau est signifiant. À cette époque-là, avec l'industrialisation, la question du matériau et de l'environnement lié au matériau, la dimension environnementale, on dirait aujourd'hui, est déjà présent à cause de l'hygiénisme, enfin en raison de l'hygiénisme, à travers les questions que se pose la médecine. Donc Garnier décide de faire cette école entièrement en béton. Voilà, c'est un choix très intéressant qui revendique effectivement pleinement une modernité tout en l'inscrivant dans la tradition. Alors, regardons un petit peu. Ah voilà, je vous avais oublié de montrer, c'est celle-ci dont je parlais. Vous ne m'avez peut-être pas suivi, mais vous avez la galerie ici avec les pilotis et les poutres. Et on voit aussi, c'est visible, on voit aussi en bas la manière dont l'école est insérée dans le site. Et là, il y a un travail extrêmement fin avec la topographie et avec la géologie. Alors, on sait que la colline est chancelante à cet endroit-là. Et vous remarquerez les scieries de pieux qui ont été plantées pour venir au meilleur sol. On peut presque dire que l'école et le site sont imbriqués l'un avec l'autre. Ils se tiennent l'un et l'autre. Et il existe aux archives municipales un plan des fondations que je n'ai pas ici, mais qui est remarquable. On voit un travail de prise en compte du site, au sens premier du terme, de sa géologie et de sa topographie. Voilà, à l'école, alors je passe, vous avez la petite histoire résumée du béton, et donc toutes les formes de ce résumé se retrouvent comme manifeste du matériau utilisé pour l'école. Donc elle établit aussi, parce que la cité industrielle, c'est peut-être une œuvre dans laquelle, effectivement, très tôt, Garnier fixe les objectifs d'une urbanité au début du XXe siècle, et ensuite qu'il explorera d'une manière très complexe en travaillant ses œuvres architecturales et en les réinsérant, en faisant un dialogue, en fait, pratiquement entre un laboratoire. J'aurais tendance à dire aujourd'hui, on pourrait parler d'un laboratoire, entre l'œuvre réalisée et l'œuvre réfléchie. Voilà. Donc ça c'est particulièrement intéressant. On est obligé, du coup, de se pencher sur les écoles de la cité industrielle et on pourrait presque dire l'école de la cité industrielle est-ce l'école de la ville de demain, est-ce un retour vers le futur que d'aller vers le campus de cette cité industrielle. En tout cas, il fait jouxter trois bâtiments. Donc ici, le bâtiment d'enseignement professionnel industriel, donc on est bien à Lyon. Ici, donc l'école d'enseignement professionnel artistique. On n'est pas tout à fait encore sur le même registre que celui qu'on évoque, mais il y a de ça. Et puis ici, l'école d'enseignement supérieur, qui serait, si on peut, l'université d'aujourd'hui. Alors, on voit d'ailleurs dans l'école d'enseignement professionnel artistique déjà un petit peu un programme similaire à celui de l'école que je vous présente. Il y a une variante. Il a introduit la photographie dans ce projet, qui n'est pas présente dans l'école de 1914. Voilà. Et puis, au niveau de, entre guillemets, l'université, l'école d'enseignement supérieur, on est vraiment dans une série d'amphithéâtres, en fait. Voilà, donc on a vraiment la théorie, la pratique et puis l'industrie qui sont regroupés sous une forme de campus. D'ailleurs, dans son programme d'école théorique et pratique d'enseignement d'art de 1914, il suggère effectivement que l'organisation des ateliers soit vue avec les industriels, que les étudiants aillent à la rencontre des industriels et les industriels à la rencontre de l'école. Donc il y a là derrière vraiment une volonté à insérer la jeunesse, non pas à 13 ans directement derrière les métiers de l'industrie, mais à lui permettre de se former et comprendre le métier qu'elle va faire. Voilà. Donc il y a une forme d'humanité manifeste aussi dans l'approche de Garnier. En 1917, les rapports toujours de la cité industrielle à l'école d'enseignement théorique et pratique des arts peuvent être vus de manière très nombreuse. Ici, une image en haut de la cour médiévale, donc de l'école de 14, et au-dessous, la cour d'entrée de l'école de la cité industrielle. Vous voyez les similitudes qui existent. Cette cour, le fait de mettre en avant une cour médiévale, après nous avoir bercé de la Grèce antique et de l'Égypte avant, c'est une manière de référer, à mon sens, à Viollet-le-Duc et au rationalisme. D'une certaine manière, au moine bâtisseur, et donc c'est un comportement humble qui montre encore la volonté à rendre des synergies entre les différents acteurs du bâtiment. On pourrait aussi regarder ici ce rapport au niveau de l'allée des ateliers, dont je n'ai pas de dessin pour l'école de 14, je ne sais pas s'il y en a eu, en tout cas pour l'instant il n'y en a pas, mais qu'on retrouve ici à travers le croquis dans l'école d'enseignement professionnel artistique de la cité industrielle et qui correspond pratiquement à l'image
qu'on aurait le long de cette allée reliant donc la cour médiévale au jardin extérieur, qui est plate. Hein. On la voit beaucoup plus haute sur cette façade parce qu'elle donne sur le cours des Chartreux. En réalité, elle est plate. Et vous voyez, les dessins en coupe sont pratiquement les coupes du dessin de la cité industrielle pour les ateliers dans lesquels les jeunes seront formés à leurs différentes disciplines. On pourrait aussi imaginer ce rapport au niveau de la cour d'art orientale. Alors là, aucun dessin à vous proposer, simplement une réflexion peut-être à propos de la cour d'art orientale. Donc on a vu déjà 2 témoins historiques très forts de l'Antiquité, un témoin de l'époque médiévale, et puis le 4e témoin appelé dans la promenade, si je puis dire, dans les lieux de représentation des formes architecturales, c'est la cour orientale. Alors l'Orient a fasciné au XIXe siècle les architectes qui ont fait beaucoup de voyages dans cette direction et ramené des formes que l'on ne connaissait pas, des articulations de formes que l'on ne connaissait pas. Ils ont même rêvé, sans être allés là-bas, un développement de ces formes. Donc là, on est en plein 19e. On appellera ça l'éclectisme, la période de l'éclectisme, qui, pour certains auteurs, est plus une démarche savante qu'une représentation proprement dite d'un bâtiment ou d'un autre bâtiment. Donc, à cette période-là, l'éclectisme, donc je réfère à Jean-Pierre Éperon, comprendre l'éclectisme. Jean-Pierre Éperon est un enseignant qui a beaucoup écrit sur cette question-là, qui a beaucoup travaillé sur les filiations entre les architectes, qui a inventorié avec l'IFA les ateliers, les élèves effectivement de l'école. Bon, tout n'était pas abouti, mais c'est un travail qui a été perpétué et qui donne beaucoup de renseignements sur ce sujet. Alors, je vais vous lire une petite phrase, si vous le voulez bien. Je ne regarde pas l'heure, mais je dois avoir encore un petit moment. Oui. Je vous lire une petite phrase de... Si je la retrouve. Oui, elle doit être ici. Éperon, sur la question éclectique. Voilà. L'éclectisme est une démarche, une attitude de l'esprit, une aptitude à la discussion, un parti pris de ne soumettre son action à aucun dogme. C'est une recherche passionnée et patiente de la vérité, une quête de la beauté, sans autre guide que les arguments des uns et des autres à son propos. L'éclectisme est pragmatique, concret, efficace, moderne. Il caractérise cette démarche des architectes du XIXe qui, depuis la monarchie de Juillet jusqu'à la fin du siècle et pratiquement jusqu'à la veille de la guerre de 14, poursuivent un vaste débat sur la technique, l'histoire et la société. Il inventorie dans son index Garnier, comme je le disais tout à l'heure, comme un des derniers éclectiques. Il introduit également l'art nouveau comme une des dernières manifestations de l'éclectisme et il introduit dans d'autres ouvrages Garnier comme un des premiers modernes. Voilà. Donc c'est un point de vue que je partage très volontiers avec lui. Si paradoxalement, il conclut, si paradoxalement les divers courants du mouvement moderne l'ont contesté, l'éclectisme est probablement la plus moderne des manières de penser l'architecture. Et me semble-t-il que Garnier est tout à fait dans cette leçon-là. Donc cette cour d'Orient, à travers l'éclectisme, puisqu'elle a joué aussi sur ces questions, m'amène à penser donc à ses maîtres, Antoine-Georges Louvier, qui, lui, pratiquait un éclectisme, donc un choix. Étymologiquement, l'éclectisme, c'est le choix. Un éclectisme de la première période, si je puis dire, où on adhérait à une école néoclassique, néo-renaissance, c'est le cas de Louvier. Et puis, on a eu la chance, et Garnier l'a côtoyé, d'avoir Gaspard André, dont l'œuvre beaucoup exploré en ce moment par... excuse-moi, je ne me rappelle plus de ton prénom. J'ai un trou. Oui, je m'adresse... Gilbert, voilà, excuse-moi Gilbert. Gilbert travaille beaucoup sur cette œuvre-là. Et on a la chance d'avoir avec Gaspard André un éclectique qui est de plus en plus signalé dans les ouvrages qui traitent du mouvement, comme maître de l'éclectisme. Donc lui aussi était à la Société académique, lui aussi a sans doute eu des entretiens avec Garnier. Vous avez quelques images de ces travaux très nombreux. Un fonds a été fait à Lausanne de tout son travail, et c'est un travail qui mérite d'être observé. Donc Garnier, comment se situe-t-il par rapport à cet éclectisme? Dans ses études, il va travailler différents projets, on en connaît plusieurs, qui peuvent être assimilés à ce courant de l'éclectisme. Ici, l'église votive dans un lieu de pèlerinage, second Grand Prix de Rome en 1897, en bas, et puis au-dessus, le Grand Prix de Rome est attribué la même année à Jeanne Duquesne pour le même projet. Donc on voit effectivement que en cette fin de siècle, Garnier qui est à l'ENSBA et qui prépare le Grand Prix de Rome est influencé par ses manières de représenter. Sa proposition pour une église votive lui vaut ce second Grand Prix. La comparaison avec le projet de Jeanne Duquesne permet d'imaginer les débats des membres du jury.
Pour Émile Rivolen, Garnier a, par la silhouette aimable et le caractère original de son projet, par l'étude fine spirituelle et le rendu de ses dessins, confirmé un talent déjà très pittoresque et déjà bien connu. Il a pris le parti d'une flèche, au contraire du parti coupole adapté par l'ensemble de ses camarades pour le couronnement de leur église. Donc vous voyez que toutes ces relations de forme, d'importance de forme, c'est un débat architectural sur la représentation de la société de l'époque. Alors, il va vite s'éloigner effectivement de ceci pour amener, disons, une écriture plus personnelle. Là, j'ai, à travers la représentation de ses habitations, fait un petit travelling sur l'évolution de son écriture. Vous avez en gauche, tout en haut, deux maisons de 1904 qu'il étudie pour le bord du parc de la Tête d'Or, certainement, qui est à lotir. Donc vous avez d'abord la première image qui représente, comment dire, des maisons dans une forme éclectique, néo-régionaliste. Juste à côté, une petite maison assez extraordinaire qui, elle, serait plutôt dans une fibre art nouveau, qui fait penser d'ailleurs à la Villa Hennebiek, d'une certaine manière, avec un plan, je ne sais pas si on arrive à le lire à cette échelle-là, c'est difficile, mais assez remarquable. Et puis, effectivement, il va créer sa maison en 1910-1912, qui, elle, va oublier toutes ces notions de décor pour revenir à ce qu'on pourrait appeler peut-être l'essentiel, la forme elle-même, la forme n'étant que le révélateur du fond. Il en va de même pour la seconde maison de Madame Garnier, très dépouillée. On peut d'ailleurs s'interroger sur l'éloignement de Garnier par rapport à ses représentations monumentales. Et en 1915, ces deux croquis faits au Pesquier, on dirait la Capte aujourd'hui, puisqu'il y a un lotissement sur ce secteur-là maintenant, lotissement qui a été fait d'ailleurs sur une maille qui ressemble à la maille dessinée par Garnier pour les maisons d'habitation de la cité industrielle, mais qui a été fait en 1935 par un autre architecte. Voilà, donc vous voyez, là, il s'inspire des maisons de pêcheurs et il les réinterprète avec son matériau de prédilection, le béton, et dans un système totalement épuré. L'architecture vernaculaire deviendra vraiment peut-être la source inspiratrice de Garnier. On le retrouve à travers les maisons de la maison industrielle, de la cité industrielle, donc on voit bien comment il va passer d'un éclectisme peut-être d'abord un choix de parti, ça fait beaucoup de débats à l'école des beaux-arts entre le néo-ci et le néo-là, à un choix combinatoire pour arriver à une écriture beaucoup plus personnelle que certains qualifient d'antiquisante, mais bon, qui est sans doute, comment dire, une position par rapport à la société de l'époque. En fait, ces inspirateurs, à lui, sont nombreux, ils ne sont pas forcément tous architectes. Il n'y a qu'une photo dont je ne suis pas sûr, c'est celle d'Alwolf Augustin Rey. J'en ai trouvé une un jour, je la mets, mais je ne suis pas sûr, elle est très difficile à trouver, manifestement. Donc il y a des gens comme Fourier, enfin des industriels philanthropes qui l'ont beaucoup marqué. Bon, il y a Émile Zola, qui ressemble à un de nos enseignants à l'école. Pascal Rouault, je ne sais pas si vous aviez remarqué la ressemblance entre Zola et Rouault. Je m'adresse à mes collègues qui sont venus gentiment m'accompagner. Il se préoccupe d'Ebenezer Howard, de l'hygiénisme, de gens qui ont travaillé avec l'histoire de béton et qui ont construit des hypothèses de cités aux États-Unis à partir du béton pour loger massivement les gens qui arrivaient dans ces pays. Voilà, chez nous, la question du logement social est très prégnante à ce moment-là. Donc, vous voyez, Garnier tisse comme ça différents niveaux qu'on peut lire totalement dans la représentation de cette école. Et donc, ces gens qui ont pu l'inspirer, si vous voulez, sont dans une démarche radicale socialiste qui n'a pas tout à fait à voir peut-être avec les jugements de l'école des beaux-arts de l'époque. Jean-Louis Pascal, jugeant le projet de la cité dans ses premières versions qu'il envoie depuis Rome à l'Académie et à l'École des Beaux-Arts, comme un grand barbouillage de crayons pompeusement qualifié de ville industrielle, apparemment parce qu'on y trouve une agglomération venue du hasard, comme un Saint-Étienne relevé par le cadastre à une échelle minuscule. Il serait peut-être superflu de qualifier durement l'erreur qui fait confondre à M. Garnier les tendances sociales qui peuvent le passionner et les formes d'art dont il pourrait les revêtir et qui seraient d'un haut intérêt. À l'échelle, la cité industrielle qui compte environ 35 000 habitants, avec un Saint-Étienne donc des années 1842, projet d'extension, qui compte 48 000 habitants, et puis un Saint-Étienne en 1842 qui compte 189 000 habitants. Bon, c'est sûr qu'il y a des similitudes, et Jean-Louis Pascal ne s'était pas beaucoup trompé, disons, en voulant comparer ces projets. L'interprétation qu'il en fait est la sienne, d'un enseignant des beaux-arts dans la tradition de l'époque. Alors, comment
comment dire, comparer ce projet à ce qui se passe dans l'environnement à l'époque, il y a une seule comparaison possible, c'est avec le Bauhaus, compte tenu à la fois du contenu du programme, compte tenu de la modernité de ce programme. Le contexte culturel et architectural en Europe est beaucoup marqué, si vous voulez, par Henri van de Velde, qui prône déjà l'alliance avec l'industrie. La modernité de l'esthétique est prônée également par le Deutscher Werkbund, etc. On a une multitude de courants comme ça qui vont amener la fondation du Bauhaus en 1919. Et quand on regarde le programme du Bauhaus, on est à peu de choses près sur le programme de Garnier, où la question du design est partagée en fait entre les différents acteurs. Donc le Bauhaus aura ensuite ce célèbre bâtiment à Dessau en 1924. Voilà. Donc Lyon n'a pas donné suite à ce projet, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, trop cher, trop discuté. On reconnaît la science de Garnier, on reconnaît l'intérêt de ce projet. On va jusqu'à dire qu'on est ami avec Garnier, mais que bon, il a beaucoup de projets à Lyon, que ça serait bien que les jeunes lyonnais aient des projets aussi. Enfin, voilà, en toute sympathie, voilà. Bon, le projet finit par lui échapper. Alors, il y aura bien sûr des tentatives de raccrocher ce projet avec l'école des arts en 1926, l'école des arts et métiers en 31-32, et puis finalement, c'est l'école de tissage qui n'a plus beaucoup d'élèves en raison de la crise de l'industrie de la soierie, qui va héberger une partie de l'école des beaux-arts, avant que ne soit construit par Bellemin un de ses élèves, une école des beaux-arts à Lyon, inaugurée en 1960, avec 400 invitations lancées et très peu de présents, aucun ministre, aucune personne ne vient inaugurer cette école. Sans doute est-il, ce bâtiment déjà désuet à l'approche des années 68. Alors, si on devait retenir peut-être de cet exposé en quoi, disons, une école et son auteur témoignent d'une époque, on pourrait peut-être dire que Garnier tisse les liens entre les échelles et les dimensions multiples de l'aménagement de l'espace pour fonder une architecture. Le projet observé, me semble-t-il, en témoigne. Et si nous devions prendre deux images qui rendent compte finalement de cette complémentarité dans la pensée de Garnier, c'est peut-être ces deux envois de Rome, avec d'un côté Tusculum, et donc ce rapport à l'histoire et l'Antiquité, et de l'autre côté la cité industrielle, avec cet espoir, disons, d'écrire une société conforme aux exigences et aux contraintes industrielles, sociétales, hygiénistes de l'époque. Voilà. Donc peut-être que le séjour à la Villa Médicis constitue les parenthèses finalement de cette riche personnalité et de ce projet extrêmement intéressant qui aurait sans doute fait de Lyon à l'époque une plateforme effectivement à l'échelle des ambitions lyonnaises de l'époque et probablement laisser un lieu qui peut-être encore aujourd'hui serait utile à enseigner les arts ou peut-être l'architecture ou peut-être d'autres disciplines. Voilà, je vais peut-être en rester là. J'espère ne pas avoir trop dépassé. Non, pas trop. Merci beaucoup. Merci de votre écoute.